moi, ce que moi j'ai apporté. Donc, moi, j'apporte mon terrain qui vaut 300 millions. Toi, tu vas apporter 600 millions. Donc, au final, l'immeuble, on peut dire, aura une valeur de 900 millions. 300 millions de terrain, plus 600 millions construction. Donc, maintenant, on se partage les appartements comment? Dans le premier raisonnement, on se dit, comme moi, j'apporte 2 fois plus que la valeur de ton terrain, je dois avoir 2 fois plus d'appartements. C'est logique et c'est classique. Ça veut dire sur les 20 appartements, si on te donne 6, moi je dois avoir 12. Ça fait 2 fois plus. 6 plus 12, ça fait 18. Il reste encore 2 appartements. Donc, supposons si toi tu prends 7, toi le propriétaire terrain, moi je dois avoir 2 fois plus. 7 fois 2, ça fait 14. 14 plus 7, ça fait 21. Donc, il y a un appartement qui manque. Ça voudrait dire que, certainement, toi, le propriétaire, tu vas prendre 6 appartements. Et puis moi, le consultant financier, je vais prendre 14. Mais le propriétaire peut dire non. Toi, tu prends 2 fois plus que moi, plus 6 fois 2, ça fait 12. Maintenant, toi, tu prends 14, donc ça fait 2 en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les 2 en plus, là, on va les prévoir pour supporter une partie des frais. Parce qu'on va vendre les terrains, là, les appartements, on va supporter des frais notariés. Moi, je vais supporter des frais. Toi aussi, tu dois supporter des frais. Donc, les 2 appartements supplémentaires, là, moi, je préfère que on les destine à couvrir un ensemble de frais qui nous incombent ou qui m'incombent ou qui vont nous incomber nous deux. Et vous pouvez tomber d'accord sur cette clé de répartition. Donc, on tombe d'accord en se basant sur la valeur du terrain au moment où on rentre en négociation. Donc, ça, c'est la première approche. C'est l'approche par la valeur du bien. La deuxième approche, c'est une approche, on peut dire négociée. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis le propriétaire. Je dis, par exemple, moi, vraiment, voilà mon terrain. Construisez ce que vous voulez dessus, mais moi, je veux 8 appartements. Moi, je veux 8 appartements. C'est-à-dire, si tu as construit un R plus 10 et qu'il y a 55 appartements, je m'en fous. Mais moi, je veux 8 appartements. Donc, le conseiller financier va regarder, il va faire ses prévisions, ses projections, et soit il valide, soit il ne valide pas. Donc, on n'est pas dans une approche où on calcule et on fait gate selon les trucs, mais on est dans une approche de proposition. Comme le propriétaire terrien peut dire, moi, voilà mon terrain, je veux que vous construisez, mais je veux qu'on fasse 50%, 50%. Même si mon terrain ne vaut peut-être pas ça, moi, voilà mon exigence. Et là encore, ça se négocie. Donc, pour la clé de répartition, il y a 2 approches. Il y a l'approche carrée, où on n'a pas besoin de négocier, on n'est pas là, on n'est pas des amis, on ne fait pas de sentiments. On expertise le terrain, on a la valeur du terrain, on s'attend à combien est-ce qu'on va dépenser pour l'immeuble et on fait un rapport règle de 3 et on sait combien chacun doit retrouver comme nombre d'appartements qui lui reviennent. Maintenant, dans tes appartements qui vont te revenir, si tu veux, tu vends. Si tu veux, tu gardes pour mettre en location, ce n'est pas mon problème. Mais moi, le constructeur financier, les appartements qui vont me revenir, en règle générale, moi, je les destine à la vente. On va aller sur le 4e point, si vous avez bien compris cette partie, pour voir maintenant les critères que doit respecter votre terrain. C'est-à-dire, pour que votre terrain soit éligible, qu'il intéresse les constructeurs financiers, voilà les 4 critères que le terrain doit remplir. Premier critère, ça doit être un terrain qui est en pleine propriété. Pleine propriété, ça veut dire qu'il y a un ACD ou un CPMF qui est au nom de celui qui vient discuter avec le constructeur financier. Ce n'est pas une affaire de mon ACD en cours, non. Parce qu'en général, on veut lancer le projet très vite. Donc, il nous faut un terrain où il y a un titre foncier, un ACD ou un CPMF, un vrai titre qui peut nous permettre d'avoir un permis de construire pour la poursuite du projet. Donc, si vous avez un terrain de 500 mètres carrés, de 600 mètres carrés, de 1000 mètres carrés, où vous êtes en pleine propriété, ça veut dire que vous respectez le premier critère. Mais ce n'est pas le seul critère. Vous pouvez avoir un terrain avec ACD quelque part à genoux là. Qui va vouloir aller construire immeuble R plus 3, R plus 4 à genoux là? Ce n'est pas évident. Le deuxième élément que votre terrain doit respecter et qu'on va regarder pour prendre la décision en tant que constructeur financier,
c'est le certificat d'urbanisme. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est et ne savent pas l'importance du certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme d'un terrain vous permet de déterminer ce que le ministère de la Construction permet comme construction sur ce terrain ou dans cette zone. Récemment, j'étais en deal sur un terrain au Vallon. Dans la zone en question, le certificat d'urbanisme dit et montre qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas aller au-delà de R+1. Parce qu'au cas où vous ne savez pas, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a pour vocation de travailler à ce que la ville soit harmonisée, même si on n'a que du désordre. Mais en réalité, il y a des zones où c'est des zones destinées à l'habitation, il y a des zones qui sont destinées à des commerces, il y a des zones où on n'a pas le droit d'aller à R+3, il y en a où on ne peut pas aller à R+5. Par contre, il y a des zones où, sur cette carte, vous voyez même R+6, R+8 est permis. Donc, le certificat d'urbanisme va permettre aux constructeurs financiers de savoir quel type de projet est possible dans cette zone. Donc, si par exemple, on veut faire un R+6 et que sur le certificat d'urbanisme, c'est marqué qu'on ne peut pas faire plus de R+3, il y a un problème. Ça veut dire que votre terrain est en pleine propriété. Vous avez l'ACD. La superficie est intéressante. Malheureusement, dans la zone, on ne permet pas de faire des projets R+6. On ne permet que de faire des projets R+3. Alors que selon les projections, un immeuble de R+3 ne va pas nous assurer de la rentabilité. Donc, votre terrain, il est intéressant, mais on ne peut pas aller en partenariat parce que le projet ne peut pas être implémenté sur ce terrain à cause du fait que dans la zone, on n'a pas le droit de dépasser peut-être 3 niveaux. En général, à ce niveau, on peut lever ce blocage, mais c'est une autre procédure parce qu'il va falloir demander une demande de dérogation par le ministère. Et même récemment, je devais obtenir une dérogation sur un site sur lequel on s'apprête à construire. On nous a informé que pour le moment, le ministre a suspendu toutes les dérogations. Ça veut dire qu'on ne nous a même pas dit pour combien de mois. Alors que si dans la zone, on permettait de passer là-bas, c'est un R+5 qu'on voulait faire, on aurait directement commencé notre demande de permis de construire. Mais comme dans la zone, on ne peut pas aller au-delà de R+2, on est obligé de faire une procédure de demande de dérogation qui est plus longue et plus fatigante et dont les constructeurs financiers ne veulent pas. Parce que tu vas devoir dépenser beaucoup d'énergie et peut-être même d'argent pour obtenir la dérogation. Donc, après le certificat d'urbanisme, qui est le deuxième document, le deuxième critère à respecter, ça veut dire un certificat d'urbanisme qui relève ou qui révèle que le projet qu'on aimerait faire est possible de le faire. Le troisième élément, c'est l'emplacement ou un bon emplacement avec un intérêt économique. Qu'est-ce que j'appelle intérêt économique? Les immeubles sont destinés à être vendus. Donc, si on est dans une zone où les gens n'achètent pas, il n'y a pas d'intérêt économique à construire sur ce terrain. Donc, il faut, et là, c'est un conseil que je donne à ceux qui ont souvent du cash. Il y a souvent des terrains qu'on vous propose. Si ce terrain est dans une zone avec un vrai intérêt économique, achetez-le, même si vous ne pouvez pas construire. Parce que ce terrain que vous allez acheter, et quand c'est comme ça, en général, moi, pour ce type de dossier, je fais directement ma mutation pour être en pleine propriété. Je peux l'utiliser pour attirer des constructeurs financiers sur ces terrains. Donc, il existe des terrains qu'il faut acheter, pas parce que tu vas construire ta maison là ou pas parce que tu as les moyens de construire maintenant, mais parce que ce terrain-là, si tu l'achètes, au vu de l'intérêt économique que ce terrain a, tu pourras attirer un partenaire constructeur financier, on va dire, dès que tu es en pleine propriété. Parce que si tu es en pleine propriété, et que le certificat d'urbanisme montre que dans la zone, on peut faire des R+5, des R+6, vu le bon intérêt économique qu'il y a dans cette zone, tu as déjà rempli pratiquement 3 des 4 critères qui peuvent donner envie à un partenaire, un constructeur financier de se jeter avec toi. Donc, à ce moment-là, c'est là que sont éliminées beaucoup des personnes qui ont des terrains. Ça veut dire que certains parmi vous, quand j'ai commencé le point 1, le point 2, c'est dire, ah, c'est intéressant, je vais pouvoir avoir un constructeur financier. Souvent, c'est le point 3 qui vous élimine. C'est que votre terrain n'est pas dans un endroit avec un intérêt économique qui est propice au business model de la construction-vente. Parce que les gens ne vont pas aller acheter un appartement qui est situé à Bobo derrière Rail. Les gens ne vont pas aller acheter un appartement qui est situé, je ne sais pas dans quel endroit, qui est trop reculé. Peut-être qu'ils seront prêts à louer si vous mettez ça en location. Mais lorsque vous allez dire je vends à 30 millions,
je vends à 50 millions, je vends à 80 millions, je vends à 100 millions, il n'y a pas beaucoup de chances que vous trouviez des personnes capables d'acheter si ce n'est pas une zone où la demande est réelle et elle est supérieure à l'offre. Dernier point à remplir, et c'est le seul des 3 points qui n'est pas obligatoire. Sinon, les 3 premiers points sont obligatoires. Le 4e point, si vous voulez, c'est un plus. Si vous avez un terrain d'exception, là, vous êtes même en capacité de négocier plus fort avec le constructeur financier. Si c'est un terrain qui a un bon emplacement, le certificat d'urbanisme dit qu'on peut aller à R+4, R+5 ou R+6. Vous êtes en pleine propriété, vous pouvez négocier une clé de répartition. Mais si en plus, vous avez affaire à un terrain d'exception, c'est sûr et certain que non seulement plusieurs constructeurs financiers vont vous courir après, et même dans les négociations, vous serez en position de force. Prochain point, dernier point, avant de vous donner l'occasion de poser des questions, je vais citer avec vous quelques étapes qui permettent d'en arriver à vraiment un tel partenariat. Donc, si vous voulez, la première étape, c'est la recherche. C'est-à-dire, si vous avez déjà ce terrain en question, vous allez commencer à rechercher les partenaires. En vous approchant des cabinets, des agences immobilières, des groupes de construction, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui est plus ou moins intéressé si vous remplissez les critères qu'on vient de voir précédemment. Donc, l'une des étapes sera la convention partenaire. La convention partenaire, souvent on fait même souvent on fait une première convention, une convention préliminaire avant la vraie convention. Pourquoi est-ce qu'on fait souvent la convention préliminaire? Parce que souvent, c'est des dossiers qui demandent des décaissements avant même qu'on arrive au projet validé. Ça veut dire quoi? Supposons que toi, tu as un terrain situé à Bata de 600 mètres carrés, tu recherches un constructeur financier. Tu m'approches, moi, ça m'intéresse. Donc, tu es en pleine propriété, tu as ton ACD. Pour obtenir le certificat d'urbanisme, ça ne coûte pas cher. Je pense 5 000 francs, 10 000 francs, on peut faire sortir ton certificat d'urbanisme. Donc, on a le certificat d'urbanisme. Le terrain est intéressant, il y a un intérêt économique. Mais le problème, c'est que on ne sait pas combien va coûter la construction. Il faut déjà qu'on s'entende, nous deux, pour dire peut-être on va faire, comme le certificat d'urbanisme dit qu'on va faire un R+5, on veut faire un R+5. Donc, on est d'accord tous les deux pour faire un R+5. Le problème, c'est que pour construire un R+5, il faut aller voir un architecte. L'architecte qui va faire d'abord le travail pour faire sortir les plans, c'est peut-être au moins 3 millions, 4 millions, 5 millions d'honoraires. Mais avant même que l'architecte ne fasse son travail, il y a une étape qui veut qu'on fasse d'abord une étude de sol. Parce que l'étude de sol ou l'étude technique, l'étude géotechnique peut montrer que sur ce terrain, on ne peut pas faire, ou bien voilà ce que ça demande comme fondation pour faire R+5. Donc à ce moment-là, il va falloir payer bon, souvent, ils vont demander 3 millions, 4 millions, 5 millions. Donc, il va falloir payer des études qui coûtent 3 millions, 5 millions. Maintenant, qui commence à payer tous ces montants-là? En général, c'est le constructeur financier. Ça veut dire qu'avant même qu'on en arrive à savoir quel est l'immeuble qu'on va construire, il y a au moins 5 ou 10 millions de francs CFA qui vont devoir être décaissés par le constructeur financier. Donc, à ce moment-là, il faut une préconvention. C'est-à-dire, on va s'asseoir pour dire, on est d'accord tous les deux pour faire le projet. On va certainement aller sur un projet de R+5 parce que rien même ne vous dit que vous allez avoir le permis de construire. L'architecte peut faire tout et puis après, vous n'avez pas le permis. Donc, en attendant qu'on ait le permis de construire, qui va vraiment montrer que le projet peut démarrer, en vrai, on risque de dépenser 10 ou 15 millions. Et en général, c'est le constructeur financier qui dépense cet argent. Donc, dès lors, on va signer une première convention où on va dire, monsieur Tan, monsieur Eric est d'accord et il met à disposition son terrain, un ACD, avec tel à disposition de M. Hamon, on va devoir créer une SCI. Donc, on va en parler tout et on va citer quelques points d'accord. On va dire, si jamais ça aboutit, la clé de répartition sera de tel. Et pour cet accord qu'on est en train de mettre en place, il y a un montant souvent qui va devoir être décaissé. Là, en général, il y a des propriétaires qui exigent ce qu'ils appellent dotations. Il y a des propriétaires qui exigent des dotations. Soit il va dire, sachant que moi, je donne mon terrain et que je ne vais plus pouvoir en jouir pendant 2 ou 3 ans, je demande une sorte de dédommagement de dotation. Donc, il peut exiger 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions. Ça peut se négocier.
Le conseiller financier peut dire, sachant que moi, je vais dépenser aussi beaucoup d'argent pour faire les paperasses, tout ça, moi, je vous demande, au lieu de prendre 10 ou 15 ou 20 millions là, tapez l'œil, comme ça, je prends l'argent pour faire avancer vite le dossier, ou bien prenez 5 millions ou 10 millions. Donc, tout ça, ça commence à ce niveau où on commence à signer les conventions. Une fois qu'on a fini de signer la première partie ou bien les conventions, il va falloir créer une SCI. La SCI, c'est quoi? Société civile immobilière. Elle est censée garantir les intérêts des deux parties et surtout l'intérêt du constructeur financier. Parce que quoi qu'on dise, le terrain est à ton nom, Eric. C'est ton terrain. Si moi, je viens que je construis pour toi, c'est comme si je t'ai fait cadeau. Oui. J'ai mis... En fait, j'ai construit sur ton terrain. Ça t'appartient. Donc, moi, je ne vais jamais construire sur ton terrain pour te faire cadeau. Donc, on va devoir créer une SCI et toi, tu vas céder ton terrain à la SCI. Mais toi aussi, tu ne peux pas céder ton terrain à la SCI sans rien en contrepartie. Donc, nous deux, on est actionnaires de la SCI. La clé de répartition sur laquelle on est tombé d'accord lorsqu'on décidait de faire le partage, on va dire, toi, tu as 33%, moi, j'ai 66%. Donc, moi, je vais être actionnaire de la SCI à 66%. Toi, tu vas être actionnaire de la SCI à 33%. Donc, on va dire 66,5, 33,5, comme ça fait 100%. Donc, à ce moment-là, toi, tu cèdes ton terrain à la SCI. Le terrain ne t'appartient plus. Le terrain devient propriété de la SCI, dont tu es actionnaire à 33,33% si tu veux. Et moi, maintenant, je vais faire la mutation foncière, ou bien le notaire qu'on va désigner faire la mutation foncière du terrain au nom de la SCI. Et le projet de construction va être porté par la SCI qui nous appartient à nous deux. Ce qui fait que lorsqu'on va finir l'immeuble et que l'immeuble a 20 appartements, toi, tu as 33,33% des 20 appartements, ce qui va faire à peu près 6. Moi, j'ai 66,66% des appartements, ce qui va faire le nombre d'appartements qui me revient. Donc, tout ça doit être prévu et écrit dans les conventions. Donc, une fois qu'on a fait la création de la SCI, le dernier point que je veux partager avec vous, et on va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses, c'est la négociation pour préserver vos intérêts en priorité. Qu'est-ce que j'appelle préserver vos intérêts en priorité? Supposons qu'on est d'accord sur tout, il n'y a pas de problème, on a fait la SCI, on a signé tout. Quels sont quelques éléments, je ne vais pas dire qu'ils peuvent être des pièges, mais que vous devez négocier dans votre intérêt? Par exemple, on est d'accord tous les deux que les 20 appartements sont destinés à la vente. Supposons que on a un premier client qui dit qu'il veut acheter 2 appartements. L'argent que le client va payer, on considère que ça revient à moi ou on considère que ça revient au propriétaire. Parce que d'abord, au départ, les appartements vont être vendus sur plan. La plupart du temps, c'est comme ça. C'est-à-dire les appartements ne sont pas encore sortis de terre et on va commencer la commercialisation. Le constructeur financier a des intérêts qui sont différents de ceux du propriétaire. Le constructeur financier, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Vendre lui-même ses appartements pour avoir du cash pour faire avancer le projet. Parce qu'il ne veut pas en vrai que tout l'argent sorte de sa poche. Mais toi, le propriétaire, si toi aussi, dans tes appartements qui te reviennent, tu veux en vendre certains, il faut que tu marques ça dans les conventions que, par exemple, sur les 10 premières ventes ou les 5 premières ventes, toi, tu souhaiterais avoir l'argent de 60%, 70% des appartements. Parce que si ce n'est pas précisé, le constructeur financier va commercialiser vite les appartements qui sont à lui. Et puis toi, les appartements qui sont à toi vont être vendus en dernier. Après, si dès le départ, vous avez décidé que toi, tu as un appartement au premier